Et notre expert cette semaine, en direct sur RCF Hauts-de-France, est le professeur Patrick Hautecoeur, doyen de la faculté de médecine et maïeutique, sciences de la santé de l'Université catholique de Lille. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être dans ce studio. Je suis ravi de vous accueillir. Alors, vous êtes neurologue et parmi vos thèmes de prédilection, vous me dites si je me trompe, mais l'analyse des comportements des jeunes. Pour mieux les comprendre et du coup pour mieux considérer leurs besoins, leurs attentes et spécifiquement celle qu'on appelle la génération Z. D'abord pour coller à l'actualité, on a déjà pas mal parlé sur RCF de l'éco-anxiété depuis plusieurs mois, plusieurs années qui pèse donc sur le mental de cette génération à l'heure où la planète se dégrade. Qu'est-ce qu'il en est de la guerre en Ukraine, des bruits de bottes incessants, de la crainte qui monte? Est-ce qu'ils la sentent aussi ? Ah oui, je pense. Cette génération Z est assez différente des précédentes, à mon sens. Et ils ont une vision très coélaborative et très horizontale par rapport à un monde plus vertical que moi je peux représenter en étant un baby-boomer. Et donc, comme ils ont une vie très planétaire, ils donnent du sens aux choses. Et je pense que le malaise de la planète ou le malaise des êtres humains avec la guerre d'Ukraine... ça leur prend aux tripes, oui, j'en suis convaincu. Qu'est-ce que nous apprennent les neurosciences sur les nouveaux profils de ces étudiants, de cette mutation générationnelle ? Alors déjà, savoir s'il y a réellement une mutation, moi je le pense. Certains disent, mais les vieux ont toujours été différents, les jeunes ont toujours été différents des vieux, donc ça a toujours été comme ça. Ça fait des siècles qu'on je entend. pense que le neurologue peut dire que il y a certains travaux qui montrent ce qui se passe dans le cerveau des gens, et notamment la volonté immédiate de désirer quelque chose et de l'obtenir avec la dopamine. Et ces jeunes qui ont été formatés, biberonnés, nés avec une tablette, ont un cerveau qui est formaté différemment des adultes, avec je veux, j'obtiens dans l'immédiat. Et je communique avec tout le monde dans l'immédiat. Mais est-ce que ça veut dire qu'on a des générations d'enfants gâtés et plus imbéciles qui arrivent ? Alors, ils sont très intelligents, mais ils ont une petite immaturité en lien aussi avec des parents qui, eux, ont été des parents X actuellement et qui est une génération sacrifiée. C'est la génération du chômage, du sida. Et c'est des parents qui ont vraiment coucouné leurs enfants. Leurs enfants ont été des enfants rois, des enfants à qui on ne disait pas non et des enfants à qui on cédait tout. Et donc ces mêmes enfants qui, adultes, sont un petit peu immatures, égocentrés, se retrouvent dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Vous avez évoqué l'immédiateté de la communication. Finalement, ce digital, ce numérique, quelle est l'importance, quelles sont les conséquences du numérique sur, par exemple, la maturation du cerveau ? Alors, un cerveau n'est mature qu'à l'âge de 25 ans. On est avec un cerveau immature, on le sait bien quand on se compare aux animaux. Et dans la fenêtre 20-25 ans, on est très sensible aux médicaments, aux informations extérieures et à Internet. Et l'Internet joue sur la maturité neuronale. On peut voir des modifications avec les nouvelles techniques en IRM, etc. On peut voir qu'il y a des modifications neurologiques et un cerveau qui n'est pas formaté de la même façon que les baby-boomers qui ont été biberonnés au livre. Professeur Hautecoeur, est-ce que c'est pas inquiétant tout ce que vous nous dites depuis plusieurs minutes, si certains nous écoutent et disent « Ouh là là, attention, oui, il y a un abîme devant nous, ça change ». Alors mon message justement n'est pas négatif. Mon message c'est de dire il faut les comprendre et il faut vraiment trouver un moyen. C'est eux qui vont gouverner le monde. Il faut qu'on puisse travailler ensemble. Et je pense que la meilleure solution c'est de vraiment coélaborer avec eux dans le soin, dans la formation, et de les aider à moins avoir d'angoisse du monde actuel. En quoi la question du sens est chez eux devenue centrale ou au moins majeure ? Alors pour eux, le travail n'a plus... Moi, j'ai été élevé dans la génération des baby-boomers, on vivait pour travailler. Maintenant, le travail, c'est pour vivre, c'est un moyen pour donner du sens à sa vie personnelle, sa vie familiale, ou son action par rapport aux autres. Mais le travail n'est qu'une donnée. Et donc, ils donnent du sens au travail, du sens du travail, et du sens surtout à leur vie, à leur épanouissement personnel. Ce qui est une très grande différence avec les générations d'avant. Est-ce que c'est pas une forme aussi d'autocentrisme et d'égoïsme que de penser au sens pour soi-même ? Alors, effectivement, il ne faut pas les choquer, mais il faut leur dire, vous êtes trop égocentrés, le monde ne peut pas s'adapter à vos désirata. Il faut aussi que vous vous habituiez à travailler
en fonction du monde et non pas l'inverse. Ça me semble très important, effectivement. Ce que vous dites aussi, alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que la sécurité n'est plus l'objectif de ces générations. La sécurité, on parlait de l'emploi, mais du logement aussi, et de savoir ce qu'on va manger, de savoir... Enfin, c'est plus une priorité alors que ça l'était pour nous. Voilà, ils ne sont pas matériels. Alors, il faut dire aussi que les parents, en revanche, sont la génération... les baby-boomers sont la génération du devoir. Les X, c'est la génération de l'avoir, de posséder. Et en réaction à leurs parents, ils ne sont pas du tout dans le posséder, ils sont dans le sens à donner dans la société. Et on le voit bien dans tous les domaines. Ils peuvent se mobiliser pour des causes et ils peuvent s'associer en grand nombre via leurs médias maintenant pour les bonnes causes. Et c'est très différent de la génération d'avant qui était plus dans la génération de l'avoir. Est-ce à dire que la peur du lendemain n'a plus le même sens ? Alors, la peur du lendemain est quelque chose de très important pour eux. Alors, il faut vraiment différencier les aides de l'Occident et ceux qui proviennent du Sud global. Un enfant de Jakarta, il a beaucoup plus de moyens aujourd'hui que ses parents, c'est différent. Il voit le monde de façon plus optimiste. Mais ces jeunes chez nous, ils sont inquiets, mais ils ne sont pas pessimistes. Ils veulent contribuer pour développer un monde différent. Et de toute façon, c'est eux qui vont le faire, c'est pas nous. Comment est-ce que vous faites pour que les générations puissent finalement s'entendre et se comprendre ? Je dirais que nous, les vieux, on doit mieux les comprendre et non pas seulement les critiquer, mais eux aussi doivent comprendre que les gens plus âgés qu'eux n'ont pas la même vision. Et c'est tout l'art de la diplomatie, c'est d'éviter les conflits en faisant en sorte que chacun puisse se comprendre. Et il y a du boulot, mais il faut être positif. Ils ont des qualités que nous n'avions pas et qu'il faut les aider à faire fructifier. Donc, c'est un message plein d'espoir et d'espérance concernant cette... La jeunesse est toujours l'espoir. Ce 12 mars, c'est la journée européenne contre les violences faites aux soignants. Alors, répondre à ces violences, ça s'apprend très tôt. De quelle manière est-ce que, à la Cato, ou là où vous évoluez, eh bien, vous mettez en place des outils ou non ? Alors, les violences, c'est quelque chose d'essentiel. D'abord, cette génération a une tolérance zéro vis-à-vis des violences sexistes, sexuelles, des risques psychosociaux. Et ça, c'est quelque chose que nous n'avions pas du temps des mandarins et du temps des carabins. Aujourd'hui, les jeunes n'acceptent plus. Ils ont vraiment une tolérance. Et donc, il faut les écouter énormément et de vraiment agir et réagir de façon drastique dès qu'on a un aîné qui est violent par rapport aux jeunes. Et ça, on ne peut plus le tolérer. Et c'est plus difficile pour moi de faire comprendre aux gens de ma génération que de le faire comprendre aux jeunes qui, eux, le comprennent très bien. Ça choque mes homologues, mais chanter des paillardes n'est plus d'actualité de par la violence vis-à-vis de la femme, notamment dans ces chansons. Mais est-ce que le mouvement prend ou est-ce qu'il y a une rupture entre les générations ? Alors, le mouvement prend, mais les étudiants considèrent toujours qu'il y a une omerta dans les facultés. Je parle au niveau national. En médecine, les doyens de médecine sont considérés comme protégeant les aînés. Et alors que le message de la conférence des doyens, par exemple, c'est de dire que c'est... l'immunité zéro vis-à-vis de toutes ces violences. Mais ça représente, dernière étude, un interne de médecine sur 4 se sent agressé sur le plan sexiste et sexuel, et 1 sur 5 l'étudiant en médecine. Donc c'est une réalité. Mais une fois qu'on a dit ça, quelle réponse ? Alors, vous venez d'évoquer aussi les autres doyens. Vous êtes doyen de la fac de médecine. Maïeutique, sciences de la santé à la Cato. Vous êtes en lien avec vos confrères. Quelle réponse apporter ? Ah, mais il faut qu'on soit vraiment... qu'on passe à l'acte pour punir, sanctionner tout excès vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des internes, vis-à-vis des cadres administratifs dans les hôpitaux, vis-à-vis des professeurs. C'est pas parce qu'on est professeur d'humilité qu'on est hors la loi. Et donc, il faut vraiment avoir des actions punitives, de sanctions disciplinaires très fortes pour toute dérive. Est-ce qu'on y est ou pas encore ? Là, je pense que aujourd'hui, la très très grande majorité des responsables de fac l'ont compris. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Sinon, les étudiants vont manifester leur agressivité à ce sujet. Ça, c'est clair. Professeur Patrick Hautecoeur, dites-moi si je me trompe, mais à force de travailler au
quotidien aux côtés de ces nouvelles générations. On a l'impression que dans la manière dont vous parlez de cette génération, vous vous sentez très proche, presque plus proche d'elle que vous disiez tout à l'heure, les vieux que nous sommes, les vieux. Ah oui. Bon, d'abord, personnellement, si je suis resté à la Cato, où je me sens vraiment, vraiment bien, c'est parce qu'il y a un contact avec les étudiants. Et ma vie sans les étudiants, je pense que j'ai du mal à l'imaginer. Je ne sais pas sur le plan psychanalytique si c'est parce que j'ai souffert étant étudiant, mais en tout cas, j'aime beaucoup les étudiants. Je le dis sans arrière-pensée puisque je suis à la fin de ma carrière. Mais j'ai toujours œuvré pour aider l'étudiant à s'épanouir, comme le personnel soignant autour de moi. Le but, c'est de faire que les gens soient épanouis autour de soi. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de faire dans ma vie. Il y a celles et ceux qui ont des jeunes autour d'eux et qui ont du mal justement à tisser ces liens, à ne pas les prendre ni de haut ni de bas. Mais vous donnez quoi comme petit conseil aux gens de notre génération qui ont des jeunes comme ça et qui se sentent déphasés? Sans être vulgaire, je leur dis arrêtez d'être un vieux con et d'essayer de comprendre que ces jeunes ne sont pas des fainéants qui ne veulent pas travailler. Ce sont des jeunes qui voient le monde différemment, qui vont révolutionner le monde. Et il faut absolument travailler ensemble et il faut éviter les conflits intergénérationnels. Et donc, il y a un combat très important à livrer avec les gens de ma génération. Je ne parle pas des instances hiérarchiques, mais de l'ensemble des soignants, médecins, ou même des infirmières, ou des cadres, ou des directeurs d'hôpitaux, qui doivent comprendre que maintenant, nous sommes dans un nouveau monde. Et nous remettons finalement, là on parle de santé, nos vies et dans les mains de cette génération. Si je les aime beaucoup, c'est aussi parce qu'ils vont bientôt me soigner dans l'avenir. Alors, ce sera ma dernière question ici sur RCF. Le slogan, c'est « La joie se partage ». Professeur Patrick Hautecoeur, qu'est-ce qui fait, vous, fondamentalement, votre joie ? Ma joie, elle est permanente pour être au service d'une institution, pour être au service des patients, pour être au service des étudiants. Les dernières données de l'imagerie ont montré, on voit s'allumer dans le cerveau les neurotransmetteurs. Si vous êtes devant votre tablette, c'est la dopamine qui s'allume. Si vous êtes devant un coucher de soleil, vous avez un feu d'artifice des neurotransmetteurs dans le cerveau qui s'allument. Donc la créativité et la joie, créer de la joie autour de soi, est le meilleur moyen de ne pas vieillir. Merci beaucoup, professeur Patrick Hautecoeur, d'avoir été notre expert ce mercredi. Merci.